Chapitre 28. Les pionniers. Piégés en milieu urbain, les enfants des rues n'ont d'autre choix que de rester là où ils ont été plantés, mais ils souffrent de l'absence du doux cocon forestier protecteur. Il existe, à contrario, des espèces fondamentalement individualistes qui n'ont de goût ni pour le confort, ni pour la communauté, et fuient la promiscuité de la forêt. Ces espèces, dites pionnières, c'est tout de suite plus positif, préfèrent grandir loin de leur mère. Leurs graines sont adaptées à ce choix de vie. Petites, enrobées de bourre d'une finesse arachnéenne ou équipées d'ailettes, elles volent remarquablement bien et une bonne tempête peut les transporter à plusieurs kilomètres. Leur but est d'atterrir hors de la forêt pour conquérir de nouveaux territoires. Un site désert à la suite d'un éboulement de terrain, les immenses champs de cendres d'une récente éruption volcanique, les terres brûlées, tout est bon, pourvu qu'il n'y ait pas de grands arbres. Cette condition n'est pas un caprice. Les espèces pionnières détestent l'ombre. Elles ralentiraient leur croissance, or quiconque pousse lentement a perdu d'avance, car les premiers colonisateurs sont tous en compétition pour une place au soleil. Le tremble, la variété forestière du peuplier, le bouleau verruqueux et le saule-marceau font partie de ces pionniers pressés. Quand la pousse terminale annuelle d'un petit hêtre ou d'un sapin se mesure en millimètres, elle peut atteindre plus d'1 mètre chez une espèce pionnière. 10 ans suffisent ainsi à une jeune forêt pour succéder à une zone de friche. Habituellement, ces championnes de la rapidité sont alors toutes aptes à fleurir et à disséminer leurs graines pour gagner de nouvelles terres. Au surplus, elles peuvent maintenant s'implanter aussi dans les derniers espaces libres de leur environnement immédiat. Mais ce n'est pas gagné. Qui dit milieu dégagé dit présence d'herbivores. Les végétaux herbacés et les graminées qui ne peuvent prospérer dans une forêt fermée les colonisent eux aussi dès qu'ils le peuvent. Et ces plantes attirent les chevreuils et les cerfs, comme elles attiraient autrefois les chevaux sauvages, les aurochs et les bisons. Les graminées sont non seulement adaptées à la pâture, mais elles apprécient tout particulièrement d'être débarrassées, en même temps qu'elles sont broutées, de toutes les plantules qui risqueraient un jour de leur faire de l'ombre. Parmi les arbrisseaux, qui aimeraient bien grandir et supplanter l'herbe, beaucoup ont développé de redoutables épines pour tenir les animaux à distance. Le prunelier, par exemple, est si déterminé à se défendre que les épines de rameaux morts depuis des années peuvent encore transpercer des bottes en caoutchouc, voire des pneus de voiture, sans parler de la peau ou des sabots des animaux. Les arbres pionniers ont d'autres stratégies de défense. La vitesse de leur croissance leur permet d'acquérir rapidement des troncs de bon diamètre et une grosse écorce rugueuse. Chez le bouleau, la bonne protection est atteinte lorsque l'écorce blanche et lisse éclate en formant des crevasses noires. Les dents des herbivores ne parviennent pas à entamer une enveloppe si dure. Au surplus, les tissus sont imprégnés d'huile dont le goût leur déplaît. La présence de ces huiles explique que l'écorce de bouleau brûle extrêmement bien, même en pleine période végétative, et soit parfaite pour allumer un feu de camp, à condition de ne détacher que des bandes de la couche extérieure pour ne pas blesser l'arbre. Cette écorce recèle d'autres particularités. Sa couleur blanche est due à son principal constituant, la bétuline. Le blanc réfléchissant la lumière, il préserve le tronc des coups de soleil. En hiver, il limite le réchauffement par la lumière solaire, toujours susceptible de faire éclater les arbres non protégés. En tant qu'espèce pionnière, il est fréquent que les bouleaux soient seuls à occuper un paysage. Quand il n'y a aucun voisin pour fournir de l'ombre, cette protection s'avère précieuse. La bétuline possède en outre des propriétés antivirales et bactéricides exploitées par l'industrie pharmaceutique et la cosmétique, notamment dans les soins pour la peau. Le plus surprenant réside toutefois dans la quantité présente. Un arbre dont l'écorce contient autant de substances défensives est en permanence en état d'alerte. Pas question ici de subtil équilibre entre croissance et capacité de réaction. Tous les chantiers tournent à plein régime. Pourquoi toutes les espèces ne font-elles pas de même ?
Ne serait-il pas sage d'être si bien préparé à riposter que tout agresseur qui planterait ses mandibules dans une feuille ou l'écorce rendrait immédiatement son dernier souffle? Pour les espèces vivant en communauté, cela n'aurait guère de sens. Chaque individu peut y compter sur le groupe pour être protégé, averti à temps d'un danger ou encore alimenté en cas de maladie ou de difficulté. L'énergie ainsi économisée peut être investie dans le bois, les feuilles et la fructification. Le bouleau, lui, vit seul et n'attend d'aide de personne. Pourtant, lui aussi fabrique du bois, bien plus vite même, et lui aussi aspire à fructifier pour se reproduire. D'où lui vient son énergie? L'espèce réaliserait-elle la photosynthèse avec plus d'efficacité que d'autres? Non. Le mystère réside dans son comportement dispendieux, sa façon de se donner à fond. Les bouleaux vivent vite, au-dessus de leurs moyens, et s'épuisent tout aussi vite. Mais avant de nous pencher sur les conséquences de ce rythme accéléré, laissez-moi vous présenter un autre modèle de frénésie, le tremble. Il doit son nom à ces feuilles qui réagissent au moindre souffle d'air. En raison de la forme particulière de leurs pétioles, elles bougent en exposant en alternance leur face supérieure et inférieure à la lumière. Il en résulte qu'elles peuvent réaliser la photosynthèse avec leurs deux faces, à la différence des autres espèces où la face inférieure est réservée à la respiration. Les trembles peuvent ainsi produire plus d'énergie et même croître encore plus vite que les bouleaux. En matière de lutte contre les amateurs de jeunes pousses tendres, ils suivent une toute autre stratégie qui mise, cette fois, sur l'opiniâtreté et la quantité. Ils peuvent être broutés et encore broutés des années de suite par des chevreuils ou des bovins, leur système racinaire n'en continue pas moins de lentement s'étendre. Il en émerge des centaines de rejets qui, au fil du temps, forment de véritables buissons. Un seul arbre peut ainsi s'étendre sur plusieurs hectares, parfois même beaucoup plus dans certains cas extrêmes. La Fish Lake National Forest, dans l'État nord-américain de l'Utah, héberge ainsi un faux tremble de plus de 40 000 troncs qui s'étend aujourd'hui sur environ 43 hectares, pour un âge estimé à plusieurs milliers d'années. Cet organisme extraordinaire, qui ressemble à s'y méprendre à une vaste forêt, a été baptisé Pando, du latin pandere, qui signifie s'étendre. Des phénomènes identiques existent chez nous, quoiqu'à une échelle beaucoup moins importante. Quand les broussailles deviennent suffisamment denses pour que les animaux n'y pénètrent plus, des tiges peuvent se développer jusqu'à former de grands arbres en une vingtaine d'années. L'état d'alerte permanent et la croissance rapide ont leur prix. Passées les 3 premières décennies, l'épuisement s'installe. Les pousses verticales, un indicateur de vitalité pour les espèces pionnières, se raréfient. En soi, le problème n'est pas très grave. Mais pour des peupliers, des bouleaux ou des saules, c'est un mauvais présage. Leurs ramures aérées laissent filtrer tant de lumière que des espèces arrivées après eux peuvent s'implanter. Ce sont des érables, des hêtres, des charmes ou des sapins blancs, qui poussent certes moins vite, mais préféreront toujours passer leur enfance à l'ombre. De l'ombre, les pionnières leur en fournissent malgré elles. Elles signent ainsi leur arrêt de mort, car alors démarre une course qu'elles ne peuvent que perdre. Les petits intrus gagnent lentement en hauteur et rattrapent leurs fournisseurs d'ombrage en quelques dizaines d'années. Entre-temps, ceux-ci ont épuisé toute leur force et stagnent à 25 mètres de hauteur au bout du rouleau. Pour des essences comme les hêtres, c'est bien peu. Ils se faufilent dans les houppiers de leurs protecteurs et poursuivent gaiement leur ascension. Étant des espèces d'ombre, ils exploitent beaucoup mieux la lumière, tant et si bien qu'il n'en reste plus assez pour les bouleaux et les peupliers demeurés en retrait. Mais ces derniers ne se laissent pas faire, notamment le bouleau verruqueux, qui a développé une stratégie personnelle pour freiner les ambitions de la concurrence, du moins pendant quelques années. Ces longs rameaux retombants, fins et souples comme des cordes, fouettent l'air au moindre souffle de vent. Ils endommagent les houppiers voisins dont ils arrachent des feuilles et des jeunes pousses, ce qui a pour effet d'en ralentir la croissance. Les occupants des étages inférieurs finissent tout de même par dépasser les bouleaux et les trembles. Dès lors,
Les choses s'accélèrent. Leur dernière réserve arrive bientôt à épuisement. Ils meurent et se transforment en humus en quelques années. Toutefois, pour des arbres forestiers, la longévité de ces essences pionnières est limitée, même en l'absence de concurrents agressifs. Quand leur croissance ralentit, leur capacité à contrer les attaques de champignons disparaît. Qu'une seule grosse branche casse et la porte est grande ouverte. Comme leur bois est constitué de grandes cellules qui contiennent beaucoup d'air, le champignon se propage rapidement à l'intérieur de l'arbre. Le tronc est gagné par la pourriture. Les pionnières étant souvent seules et isolées, guère de temps s'écoule avant qu'une rafale l'abatte. Pour l'espèce, c'est anecdotique. Son but était de coloniser de nouveaux territoires et d'accéder au plus tôt à la maturité sexuelle pour se reproduire. Il y a longtemps qu'elle l'a atteint.